vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, donc vous le connaissez, Vladimir Poutine. Comment interprétez-vous ces déclarations du jour lorsqu'il constate des avancées positives dans les pourparlers avec l'Ukraine? Je crois que c'est pour ne pas fermer la porte aux négociations. Il est clair que pour la Russie, le fait d'avoir entendu Zelensky dire qu'il est prêt à discuter de l'OTAN, que c'est plus un impératif catégorique ou du statut, tout ça c'est positif, donc il empoche, il engrange. Mais dans la réalité, je pense qu'à court terme, ça n'a pas de conséquences concrètes et que très probablement, il estime qu'il n'a pas pris assez de gages pour pouvoir engager la négociation positivement pour lui. J'ajoute que pour sans doute contribuer à la désescalade, si c'est encore possible, l'OTAN dit à l'instant par la voix de Jens Stoltenberg, qui est son dirigeant, que l'OTAN ne veut pas de guerre ouverte avec la Russie. Donc chacun essaie de donner des gages pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, semble-t-il. Et ça n'a pas changé depuis le 24 février. Puisque le 24 février, les Américains disent l'Ukraine va être attaquée, et dans la foulée, ils disent c'est pas la guerre de l'OTAN. Donc on peut dire de ce point de vue-là, il y a une constance dans la ligne politique. Vous êtes d'accord avec ce que disait le général Trinquant, qui était il y a quelques minutes sur ce plateau, lorsqu'il disait Vladimir Poutine a réussi l'exploit de ressusciter l'OTAN, ressouder l'Union européenne, faire émerger la possibilité d'une Europe de la défense? Vous êtes d'accord? Je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est la première analyse, on peut dire ça. La deuxième analyse, on verra ce qui se passe dans les semaines et les mois qui viennent. Que ce soit l'évolution de l'OTAN, ou que ce soit la construction d'une véritable Europe de la défense, dont on sent d'ailleurs qu'elle prend plutôt un tour assez particulier, puisqu'on va essayer de la faire naître à l'intérieur de l'OTAN. Donc vous voyez, l'avenir de l'Europe de la défense et l'avenir de l'OTAN vont être liés mécaniquement, alors que ce n'était pas forcément le cas précédemment. Catherine. Il y a aussi un élément important, c'est la manière dont la Russie va réagir aussi, parce qu'on entend cette petite musique venir de Moscou en disant que même si les Européens, même si l'OTAN ne cesse de répéter qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie, quand même, le pouvoir au Kremlin considère de plus en plus que le fait d'envoyer des armes aux Ukrainiens, c'est quand même prendre part d'une certaine manière au conflit. Donc là, on va voir si ça continue justement à escalader, comme on dit, ou si c'était juste un peu un coup de semonce des Russes vis-à-vis de la communauté internationale. Mais c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Donc c'est aussi sûrement pour ça que l'OTAN a redit que justement, elle n'était pas en guerre contre la Russie. Mais on sent qu'il y a un danger aussi qui vient quand même de ce côté-là. D'autant plus que les Russes ont dit qu'il y avait les fameuses armes biologiques qui se trouvaient à la frontière, etc. Donc on sent que quand même les Russes essaient d'augmenter encore plus la pression sur les Européens et sur l'OTAN. Général Clermont ? Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on a eu, je pense que c'est intéressant d'étudier la petite crisette qu'on a eue. La première petite crise de l'OTAN. La petite crise de l'OTAN, c'était l'affaire des MiG-29. C'est assez étonnant. Mais l'affaire des MiG-29, ce n'est pas une affaire technique ou militaire, c'est une affaire politique. C'est le fait que l'Union européenne, que les Ukrainiens demandent, l'Union européenne annonce qu'elle va acheter des armes, donc doit consulter forcément les Ukrainiens, qu'est-ce que vous voulez? Et les Ukrainiens, ils disent, on aimerait bien un tas de trucs, dont des avions. Bon, et des avions qu'ils ont déjà. Des avions qu'ils ont déjà, c'est les Polonais sont les seuls à les avoir. Donc on dit aux Polonais de donner les avions. Les Polonais ne sont pas très confortables avec cette affaire. Washington leur met de la pression aux Polonais. Tout le monde leur met de la pression. Et finalement, ils ont la bonne stratégie. Ils passent le mystérie aux Américains. Ils leur disent, écoutez, puisque c'est si bien, on va vous les donner. Et puis vous allez les donner aux Ukrainiens. Et qu'est-ce qu'on a vu? Mais un refus net de l'administration qui revient à dire, on n'ira jamais en guerre. Et il y a même eu une compensation, puisque les Polonais étant quand même vexés, alors qu'en fait, ils comptent absolument sur la protection des Américains, ils ont obtenu en contrepartie 2 ou 3 batteries de Patriotes qui ont été rajoutées dans les milliers de soldats américains qui aujourd'hui sont présents sur le sol polonais. Petite crise de l'OTAN, inquiétant, parce que du côté russe et du côté chinois, éventuellement, on se rend compte que la solidarité, c'est bien, mais il y a quand même des limites. Catherine. On se rend compte aussi, surtout, que quand Stoltenberg dit pas de guerre ouverte, ce qui est important, c'est le mot ouverte. Et c'est là que réside toute l'interprétation que les Russes feront ou feront pas. D'où la nécessité parfois d'être un peu confidentiel dans les livraisons d'armes. Le sous-texte, pourquoi c'est important de dire... Parce que ouverte, c'est le contraire de caché. Et donc, ça veut dire que l'OTAN soutient l'Ukraine, en fait. D'ailleurs, il y a eu des études juridiques maintenant sur la notion de neutralité, jusqu'à quand la livraison d'armes vous rend co-belligérant ou pas. D'où l'intérêt de ne pas être trop
public dans les livraisons d'armes. Il faut trouver la juste mesure où on met le curseur pour ne pas être co-belligérant. D'autant qu'Emmanuel Macron continue à parler à Vladimir Poutine. Donc c'est pour ça aussi que les Français tiennent à rester discrets, si ce n'est secrets, sur les armes qu'ils peuvent livrer aux Ukrainiens. Parce qu'effectivement, si Emmanuel Macron veut continuer à pouvoir parler régulièrement à Vladimir Poutine, et il lui a parlé hier, il doit lui reparler très prochainement, évidemment, c'est quand même mieux pour apaiser la discussion de ne pas avoir un gros consensus sur des livraisons d'armes à l'Ukraine, même si, évidemment, le Kremlin sait très bien que la France a donné des armes. Mais en tout cas, c'est pour quand même sauver un peu les apparences pour la négociation. Catherine André nous a rejoint, on l'a vu depuis quelques jours avec des images très impressionnantes. L'armée ukrainienne a en sa possession des armes qui sont particulièrement performantes. Oui, effectivement, avec cette vidéo qui a fait beaucoup parler hier, avec cette colonne de chars russes qui a été attaquée à Brovary, dans la banlieue de Kiev. Colonne de chars russes pilonnée par l'armée ukrainienne, avec les tanks de Vladimir Poutine qui sont obligés de rebrousser chemin. Alors, sur cette vidéo, on ne sait pas vraiment quelles armes ont été utilisées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des tirs d'artillerie. Et selon certains experts, il y aurait pu avoir aussi l'utilisation d'un drone, une arme particulièrement redoutable, un drone de type TB2, c'est de fabrication turque, avec un rayon d'action de 150 km, vitesse 220 km/h. Alors pourquoi est-il aussi redoutable? Parce qu'ils sont pilotés, ces drones, par un soldat au sol. Ils survolent la zone, ils sont capables de repérer un convoi par exemple et de larguer alors un ou plusieurs missiles, on le disait, à 150 km de distance. Les convois qui transportent de la logistique ou alors des missiles et même des troupes sont évidemment particulièrement vulnérables face à ces drones. Et à titre d'information, en France, on a mis du temps à se doter de cette technologie. On avait beaucoup de retard en France sur ces drones. Finalement, la France en a acheté aux États-Unis des drones Predator, et la France notamment les a utilisés lors de l'opération Barkhane au Mali. Autre arme particulièrement redoutable, certains missiles utilisés par l'armée ukrainienne. Oui, c'est un cauchemar pour les Russes. Certains missiles anti-chars, notamment le missile Javelin, missile américain, une arme qui est particulièrement efficace là aussi parce que c'est un missile intelligent. En fait, c'est un tir, il est tiré à l'épaule, donc par un soldat, et ensuite la tête du missile arrive à repérer la source de chaleur qui émane du tank, et après le tir, en fait, le guidage est automatique. Écoutez ce que dit à ce sujet notre consultant défense, Pierre Servant, avec image à l'appui. Ce sont double charge. Une première qui va percer le blindage, et derrière, un dard de feu va pouvoir pénétrer par le trou qui a été pratiqué. La température monte à l'intérieur, il y a une projection de métal brûlant, fumant, plus la chaleur qui monte. Comme il y a énormément d'obus dans le char, c'est une cocotte minute, ça explose et c'est fini. Alors depuis le début du conflit en Ukraine, on estime qu'il y a 17 000 missiles anti-chars qui ont été livrés à l'Ukraine, mais également 2 000 missiles aériens. Là aussi, ce sont des armes particulièrement redoutables, notamment le missile Stinger qui est craint notamment par les troupes russes, parce que ce missile, il est capable de taper un avion, un hélicoptère, par exemple, à basse altitude. C'est donc une menace, par exemple, pour les troupes russes lorsqu'elles débarquent des troupes au sol, ou même des moyens logistiques, des missiles donc qui ont une intelligence également. Ils sont guidés, tirés au sol, et puis ils sont capables de détruire, de pulvériser un avion qui est donc à faible altitude. Merci Catherine. Général Clermont, est-ce que vous êtes surpris par les moyens dont dispose l'armée ukrainienne pour se défendre? Alors, si vous voulez bien, je vais prendre une minute pour expliquer qu'il y a en ce moment au moins 5 guerres différentes. On va écarter la guerre de l'information et la guerre psychologique, dont vous avez vu que les Ukrainiens sont en passe de la gagner très largement. Il reste 3 guerres. Une guerre aérienne et 2 guerres terrestres. Alors, je vais commencer par la guerre aérienne. Finalement, c'est facile. On voit ce que c'est. Des avions, des missiles solaires qui essaient d'attaquer des objectifs, des avions qui essaient d'intercepter. Une grande dissymétrie, peu d'avions du côté ukrainien, beaucoup d'avions du côté russe, plein de types d'avions. Mais par contre, il y a un égalisateur de pouvoir qui sont les systèmes de défense solaire. Les Ukrainiens et les Russes ont les mêmes systèmes de défense solaire. Et par exemple, sur Kiev, qui est quand même un objectif principal, Kiev est protégé des attaques russes
pour les Ukrainiens par les systèmes ukrainiens et des attaques ukrainiennes par la Russie par le même système. Donc on voit la complexité de cette guerre aérienne qui n'est pas du tout synchronisée avec la guerre terrestre. Donc je mets la guerre aérienne de côté en disant que tant que les Russes n'auront pas gagné la guerre aérienne, ils ne gagneront pas la guerre terrestre. Ou ils mettront beaucoup plus de temps pour gagner la guerre aérienne. D'où les demandes d'avions, les demandes de Stinger, parce que ça c'est un égalisateur de pouvoir. Et je reviendrai sur les deux guerres terrestres. Deux guerres terrestres, c'est facile à comprendre. Il y a une armée régulière ukrainienne, 80 000 hommes à peu près. En gros, on va se dire c'est l'armée française. L'armée de terre, c'est ça. Et en gros, le matériel qu'ils ont, c'est 200 chars, une centaine d'artilleries. On va dire qu'on a l'armée de terre d'un côté française, qui est bien entraînée par les Américains pendant des semaines, combative, disciplinée. Et en face, on va avoir l'armée régulière russe. L'armée régulière russe, hein, le plan A, Poutine dit je vais rentrer, c'est facile, en une semaine l'affaire est réglée. En réalité, il se rend compte que ça ne marche pas. Il n'a pas les moyens de faire un plan B. Je pourrais vous expliquer ce qu'aurait été le plan B des Américains. Il va faire le plan A'. En gros, c'est le plan A avec plus de muscles. Donc, il envoie toutes ses forces, ces 200 000 hommes qu'il avait prévus dans la bataille pour une bataille facile, il les envoie par différents axes et on arrive à une bataille de mouvement et une bataille de conquête de territoire. Armée contre armée. Ça, c'est la deuxième guerre. L'armée ukrainienne contre l'armée russe. Oui. Donc, il y a des batailles de chars, il y a des batailles d'artillerie, il y a des batailles dans une guerre classique. Je précise, une guerre qu'on ne connaît absolument pas, parce qu'on n'a jamais vu en Europe depuis 1945. Donc, on réapprend une nouvelle guerre. Ça, c'est la deuxième. La troisième guerre, qui est la guerre la plus compliquée, en fait, pour les Russes, c'est la guerre des partisans. C'est-à-dire que non seulement vous avez l'armée russe régulière et l'armée ukrainienne qui vont faire des combats tels qu'on les apprend dans les cours d'état-major, même si c'est plus compliqué qu'en état-major, et vous avez une guerre de partisans, et là, la stratégie, effectivement, alors c'est pas de l'OTAN, puisque l'OTAN ne donne pas d'armes, hein. Je rappelle, la stratégie des États européens et de l'Union européenne, c'est d'armer ces partisans avec des matériels qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui vont faire des gros dégâts. Là, vous avez deux types de matériel. Hein, et là c'est le top du top. Hein. C'est effectivement le missile Javelin que vous avez montré. La France a également des missiles équivalents de ce type-là. Et c'est les fameux Stinger qui vont être un égalisateur de pouvoir dans la bataille aérienne. Parce qu'aujourd'hui, les Russes, la météo n'est pas bonne. Ils ne peuvent pas voler en haute altitude parce que là, il y a les missiles qui vont les intercepter. Ils volent en basse altitude, sous les nuages. Et là, ce sont les Stinger qui vont abattre les avions russes. Donc, ce sont ces trois guerres qui se mélangent. Dans une guerre qui est une guerre de conquête, une guerre de mouvement, où, en lisant la guerre, hein, je pense qu'on peut commencer à voir, non pas ce que veut Poutine, mais ce que peut Poutine. La question n'est pas de savoir ce qu'il veut maintenant. Au départ, il voulait tout, probablement. C'est pas sûr qu'il veuille tout garder, mais au départ, il voulait tout prendre. Aujourd'hui, eh bien, c'est sur le terrain. C'est pour ça qu'il est très important de suivre les batailles sur le terrain. C'est celui qui va prendre l'avantage sur le terrain, alors que les négociations ont commencé. Hein, je reviendrai sur le rapport avec les négociations, que va se jouer la grande bataille. Alors simplement pour demander son avis à Jean Guignassi, est-ce qu'il est envisageable que Vladimir Poutine ait sous-estimé la force de riposte de l'armée ukrainienne? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est un peu pris dans la contradiction de son propre discours, puisqu'il dit c'est un peuple frère. Et si c'est un peuple frère, il a exactement les mêmes qualités combatives. Les partisans ukrainiens étaient particulièrement redoutés par les nazis. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que les nationalistes ukrainiens ont entretenu des maquis contre l'armée rouge jusqu'en 1955. Pendant 10 ans, l'armée rouge s'est battue contre les partisans ukrainiens nationalistes. Donc ça, ils devaient le savoir. Et c'est pour ça que probablement ses ambitions étaient d'abord dans l'Est, c'est-à-dire la partie russophone liée par l'histoire à la Russie. Et sa grande surprise et sa grande déception, sans doute, c'est qu'en fait, il a été accueilli avec des cocktails Molotov et non pas avec des fleurs quand il est rentré à l'est de l'Ukraine. Alors, pas toujours très simple de comprendre qui sont les belligérants, hein, ça n'est pas toujours très lisible, hein, notamment parmi les forces militaires et paramilitaires en œuvre en Ukraine, il y a ce groupe d'extrême droite surnommé le bataillon d'Azov. Pour nous expliquer qui ils sont, Gérard Vespierre est avec nous, géopolitologue, fondateur du site Le Monde Décrypté. Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont et contre qui se battent-ils ? Eh bien, le bataillon Azov est né juste après Maïdan, n'est-ce pas, et après le début des processus de séparation à l'Est dans le fameux Donbass. Il y a environ quelques milliers, 3 000, 4 000, 5 000 hommes qui sont attirés par un certain nombre de motivations. Premièrement, une motivation ultranationaliste. Deuxièmement, une idéologie d'extrême droite, potentiellement nazie, mais surtout aussi la défense du sol ukrainien.
Donc, ils ont pris effectivement les armes dès le début, donc non pas de cette guerre, mais dès le début de la levée des séparatistes dans l'Est, dans le Donbass. Et c'est à cause notamment de l'existence de cette organisation que Vladimir Poutine parle de dénazifier l'Ukraine, n'est-ce pas? Alors là, j'ai envie, si vous voulez, que l'on regarde les choses un petit peu différemment, parce que d'abord, quand on a vu les premières images, et jusqu'à ce jour, on n'a pas vu un seul drapeau, n'est-ce pas, une seule croix gammée dans toute l'Ukraine. Alors, il faut faire donc une différence entre le discours et la réalité, entre l'idéologie, ce que l'on veut imaginer, et puis ce que l'on rencontre réellement. Et puis peut-être s'agit-il de rouvrir le grand livre de l'histoire, n'est-ce pas? Je suis dans la position du recul, du temps long en tant qu'analyste, et donc de pouvoir regarder l'histoire. Eh bien, regardons 1939, regardons le début de la Seconde Guerre mondiale, qui a démarré parce qu'il y a eu l'alliance germano-soviétique, c'est-à-dire que le 31 août 1939, Staline a signé avec Hitler le pacte germano-soviétique. L'armée nazie allemande est rentrée en Pologne le lendemain et l'armée soviétique en Pologne 4 jours après, rayant la Pologne de la carte, début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu en 1939 cette invraisemblable aventure d'union, de pacte entre l'Union soviétique, Russie et le nazisme. Voyez-vous, donc quand on mobilise l'histoire, eh bien il faut être très très prudent. Simplement pour qu'on ait une idée, quel est le poids de ces organisations d'extrême droite dont vous nous parlez? Oh, très, très marginal. J'ai cité quelques chiffres tout à l'heure, donc à comparer à ceux qui ont été cités sur votre plateau. Donc il y a quelques milliers d'hommes mobilisés autour de ce bataillon Azov. Et donc l'armée représente 80 ukrainiennes, 80 000, 100 000 hommes. Et vous avez bien sûr les milices de la protection civile ukrainiennes qui sont maintenant en place dans les villes, qui représentent certainement plusieurs centaines de milliers d'hommes. Donc voyez-vous, c'est ultra marginal à la fois en nombre et bien sûr aussi en armement, donc en contribution et efficacité. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour ces explications. Général Clermont, c'est ce qu'on disait à l'instant, hein. Il y a à la fois les armées officielles et puis il y a toutes ces mouvances paramilitaires qui ajoutent de la confusion sur le terrain, j'imagine. Oui, cette espèce de monde de partisans très, très divers et très variés dans lequel vous pourriez avoir des Wagner et des Tchétchènes, des sociétés privées, de la Légion étrangère internationale. Moi, je note quand même que le bataillon d'Azov, il n'est pas n'importe où, hein. Il est à Mariupol. Et Mariupol, c'est la ville la plus importante tactiquement pour les Russes. Hein, c'est effectivement le verrou de Mariupol, il permet la continuité territoriale vers la Crimée. Donc on peut imaginer que Poutine veut tout, il veut sans doute tout, mais il veut surtout quand même ce qu'on appelle l'Ukraine utile pour les Russes. Hein. Le Donbass, l'accès à la mer, la Crimée, et après on verra s'il va... Donc c'est pas par hasard qu'il y a tant de combats à Mariupol et qu'il y a des unités féroces, parce que le bataillon Azov, c'est plutôt dans la catégorie des unités plutôt féroces. Merci à tous les quatre. On revient dans un instant parce qu'on va aller voir du côté de Versailles si les Européens ont trouvé des pistes pour faire plier Vladimir Poutine. On suivra ça en direct, bien sûr, cette conférence.